Le Royaume-Uni pourrait-il survivre à une guerre nucléaire? C'est une question terrifiante, et qui semble plus urgente aujourd'hui que jamais auparavant. Avec le retour de la menace nucléaire, il est crucial de se demander si le Royaume-Uni pourrait survivre aux conséquences dévastatrices d'une attaque nucléaire. Ou serait-il dévasté comme tant d'autres? Dans cette vidéo, nos experts militaires explorent comment le Royaume-Uni pourrait résister aux retombées d'un conflit nucléaire, des plans de survie du gouvernement pendant la guerre froide à la réalité des bombes à hydrogène qui peuvent anéantir des villes entières. Nous examinerons si les défenses passées et présentes du Royaume-Uni suffiraient à protéger la population, ou si le pays serait dévasté au-delà de toute récupération, comme beaucoup d'autres. Commençons par une brève réponse à la question titulaire. Le Royaume-Uni pourrait-il survivre à une guerre nucléaire? En résumé, les Britanniques pourraient potentiellement survivre à une guerre nucléaire. Cependant, il est peu probable que les systèmes gouvernementaux qui ont fait du Royaume-Uni le pays qu'il a été pendant des centaines d'années restent en place. Ce n'est pas uniquement le cas pour le Royaume-Uni, d'autres pays connaîtront probablement un sort similaire. Le Royaume-Uni est l'un des rares pays à ne pas avoir survécu à une guerre nucléaire, car il a joué un rôle majeur dans la formation du monde actuel alimenté par le nucléaire, et a signé un traité de non-prolifération nucléaire. En tant que l'un des géants économiques et militaires du monde, le Royaume-Uni n'est pas étranger à la préparation nucléaire. Le pays dispose actuellement d'un arsenal estimé à 225 têtes nucléaires et a la capacité d'atteindre des cibles vitales jusqu'à 7500 miles de distance avec certaines d'entre elles. Mais ce qui est peut-être plus important que l'arsenal nucléaire actuel du Royaume-Uni, c'est son rôle historique dans la recherche, les essais nucléaires et son importance pendant la guerre froide. Comme vous le savez peut-être déjà, le projet Manhattan est largement considéré comme le premier projet réussi de développement d'une arme nucléaire. La bombe nucléaire, ou atomique, créée lors du projet Manhattan, repose sur la fission nucléaire. Les isotopes d'uranium et de plutonium sont comprimés jusqu'à subir une fission, se décomposant en éléments plus petits et stables. Le processus de fission de l'uranium et du plutonium libère de l'énergie et des neutrons libres, ces derniers entrant en collision avec d'autres atomes d'uranium et de plutonium pour créer une réaction en chaîne de fission. Les conséquences de la bombe atomique ont été vues de première main, avec les bombardements des villes japonaises d'Hiroshima et Nagasaki, qui ont tué entre 150 000 et 250 000 personnes, forçant effectivement le Japon à capituler lors de la Seconde Guerre mondiale. Malgré cela, Winston Churchill, Premier ministre britannique, a rapporté que les bombes atomiques ne semblaient pas ingérables comme armes de guerre. Le Royaume-Uni était l'un des plus grands contributeurs au programme nucléaire américain du projet Manhattan, d'où cette situation. Les deux pays étaient convaincus que leur compréhension de la bombe atomique leur permettait de créer des contre-mesures adéquates pour protéger leur territoire des bombes ennemies. L'alliance entre les États-Unis et le Royaume-Uni fut de courte durée après la Seconde Guerre mondiale. En 1946, des scandales d'espionnage impliquant des officiels britanniques ont détérioré les relations entre les deux pays alliés. En 1946, le président Harry Truman a signé la loi sur l'énergie atomique, limitant l'accès aux scientifiques britanniques, et à ceux sans autorisation de sécurité adéquate et sans approbation de la Commission de l'énergie atomique. Cela a poussé le Royaume-Uni à développer son propre arsenal nucléaire et à améliorer les modèles des bombes atomiques créés pendant la Seconde Guerre mondiale. L'une des avancées était la possibilité d'améliorer la bombe à fission pour utiliser une source d'énergie différente afin d'augmenter sa production d'énergie. C'est le concept de la bombe à fusion ou bombe à hydrogène. La fusion repose sur deux isotopes lourds de l'hydrogène, le deutérium et le tritium. Contrairement à l'hydrogène de base, composé d'un seul proton, les isotopes contiennent un ou deux neutrons supplémentaires. Ces isotopes se trouvent en traces parmi les atomes d'hydrogène généraux, ou liés dans des molécules comme le deutérite de lithium. Le processus de fusion combine deux isotopes d'hydrogène en hélium, composés de deux protons et deux neutrons. La fusion du deutérium et du tritium produit un atome d'hydrogène, un neutron libre, et une grande quantité d'énergie, en partie absorbée par le neutron sous forme d'énergie cinétique. La fusion a le potentiel de générer bien plus d'énergie que la fission nucléaire. Il requiert aussi une quantité d'énergie stupéfiante au démarrage. L'une des rares façons de démarrer la fusion est avec la réaction de fission. En effet, la bombe à hydrogène repose sur la conception précédente de la bombe atomique pour être son déclencheur. La bombe à hydrogène contient donc une bombe atomique séparée à l'intérieur. Lorsqu'elle explose, elle fournit son énergie à l'isotope d'hydrogène qui subit ensuite une fusion. La réaction de fusion crée plus d'énergie et de neutrons libres, qui se réinjectent dans la réaction de fission ou dans la phase de fission séparée d'un tamper qui entoure le noyau de la bombe. L'effet de la bombe à hydrogène est phénoménal. On estime qu'une bombe à fission a environ 1000 fois la sortie d'énergie d'une bombe atomique de taille similaire.
un avantage significatif de la bombe H est la possibilité de fabriquer une bombe plus petite et légère, avec une portée ou un rayon de déploiement plus grand. Les premiers tests de la bombe à hydrogène ont été réalisés par les États-Unis à l'atoll de Bikini lors de l'opération Ivy, avec l'explosion Mike Shot. Le test initial a utilisé du deutérium cryogénique, et la bombe était trop lourde pour être transportée efficacement par avion, la rendant inadaptée comme bombe déployable. Malgré cela, l'explosion a été évaluée à une puissance de 10,4 mégatonnes de trinitrotoluène. En comparaison, l'explosion d'Hiroshima a libéré environ 0,016 mégatonnes de trinitrotoluène, une échelle complètement différente. La dernière version de la bombe H s'est révélée bien plus meurtrière. Surnommée Opération Castle, la détonation à l'aube du 1er mars 1954 était censée n'avoir qu'un rendement de 6 mégatonnes de trinitrotoluène. Au lieu de cela, l'explosion réelle a été évaluée à 250% de la prévision, soit environ 15 mégatonnes, ce qui en fait le plus grand essai nucléaire américain à ce jour. L'écart est causé par une réaction imprévue avec les isotopes de lithium du combustible nucléaire. En conséquence, les États-Unis ont réalisé que les bombes à hydrogène étaient non seulement déployables efficacement, mais bien plus mortelles que prédit par les précédents tests et itérations. Les Britanniques ont vite saisi les implications des essais de Castle Bravo. Bien que conçu comme un test privé, Castle Bravo a dépassé les attentes, en libérant une énergie considérable, causant des dizaines de morts et exposant les îles environnantes aux retombées, dont des traces ont été détectées à travers le Pacifique. Mais pourquoi était-ce important ? La réponse réside dans la préparation extensive à la guerre nucléaire dans laquelle les Britanniques sont investis pendant la guerre froide. Les premières théories britanniques sur les conséquences d'une attaque nucléaire soviétique ou d'un autre ennemi détenteur d'armes nucléaires sur les îles ont été élaborées en 1953. C'était un an avant le test de Castle Bravo mentionné précédemment. Ils n'avaient donc alors esquissé que des éventualités pour les bombes atomiques traditionnelles. Le plan simulait le pire des scénarios, celui des îles étant bombardées, avec environ 200 têtes nucléaires réparties à peu près également entre les principaux centres industriels et de population, les bases aériennes et les complexes militaires vitaux. Selon les théories du gouvernement, le bilan initial des morts serait d'environ 1 400 000 morts et 800 000 blessés, tandis que 10 millions de personnes seraient déplacées de leur maison. Considérant que la population du Royaume-Uni était d'environ 50 600 000 en 1953, cela représentait moins de 25% de la population de l'époque. Ainsi, les systèmes ont été conçus pour minimiser le nombre de morts, comme pendant le Blitz de la Seconde Guerre mondiale. Les principales mesures étaient l'évacuation des grands centres de population et la mise en place d'abris souterrains pour permettre une survie à court terme, pendant que les retombées radioactives perdaient leur puissance. Cependant, après avoir réalisé le potentiel d'une bombe à hydrogène, une étude sur l'impact de seulement 10 ogives larguées sur le Royaume-Uni a révélé des résultats bien plus dévastateurs. Appelé le rapport Strat, l'étude a admis que l'attaque aurait un bilan initial d'environ 12 millions de morts, soit environ 9 fois plus que les prévisions pour une attaque de 200 bombes atomiques. Le rapport suggérait 4 millions d'autres blessures graves dues aux explosions de radiation, ce qui encombrerait gravement le système de santé britannique. On prévoyait que la dévastation causée par les 10 explosions paralyserait la moitié de l'économie, de l'industrie et des capacités logistiques du pays. Le reste des sources de nourriture et d'eau du pays risquait d'être pollué par les radiations, laissant les survivants dans ce qui a été décrit comme des conditions de siège. Le rapport rendait impossible de prédire comment le gouvernement pourrait se remettre d'une attaque d'une telle ampleur, rendant toute stratégie préventive très peu susceptible de produire des résultats significatifs. Mais ce n'était que le début du problème, car les pays qui avaient accès aux armes nucléaires ont amélioré leurs capacités. Il devenait de plus en plus probable que le Royaume-Uni ne serait pas bombardé par seulement 10 bombes à hydrogène, mais par des dizaines, voire des centaines d'entre elles, à l'apogée de l'armement nucléaire à la fin des années 70. Cela aurait probablement entraîné la transformation de toutes les grandes villes britanniques en cratères et une grande partie de l'île en un désert nucléaire. Ainsi, la plupart des gouvernements savaient inconsciemment que les efforts pour survivre à une guerre nucléaire avec des bombes H seraient vains. Cependant, cela ne les a pas empêchés de se préparer pour des scénarios plus favorables, auparavant considérés parmi les pires cas de 200 bombes atomiques larguées sur le Royaume-Uni. Le rapport Strat, mis de côté et censuré, a été rendu public qu'en 2002, bien après la fin de la guerre froide. Les premiers plans de ce type ont été mis en œuvre au Royaume-Uni en 1955, avec la conversion du Royal Observer Corps existant, ou Royal Observer Corps. Le Royal Observer Corps, créé en 1925, a pour mission de surveiller l'espace aérien du Royaume-Uni pour les avions entrants.
Avec l'avènement d'avions plus rapides avant et pendant la Seconde Guerre mondiale, le corps a perdu beaucoup de son efficacité dans les années 50. Par conséquent, l'organisation a été intégrée au système de défense contre les attaques nucléaires. Le Royal Observer Corps serait responsable de fournir des informations en temps réel sur les frappes nucléaires entrantes, ainsi que sur les zones touchées par des armes nucléaires. De plus, l'Organisation britannique de surveillance et d'alerte, ou United Kingdom Warning and Monitoring Organization, a été créée en 1957 pour fournir une collaboration plus précise et opportune entre le Royal Observer Corps, les systèmes de rapport du gouvernement et le bureau météorologique. Cela permettrait au gouvernement de précisément prévoir la dispersion des retombées radioactives à travers les îles britanniques. Le Royal Observer Corps a été conçu comme une unité de rapport pour fournir au gouvernement britannique et par la suite à la population générale des rapports détaillés et précis de l'étendue des dommages causés au pays. Ainsi, l'organisation a dû être conçue pour résister à l'explosion initiale. Dans cet esprit, le gouvernement britannique a utilisé le pire scénario de 1953 comme base pour planifier et organiser les abris que le Royal Observer Corps utiliserait comme base d'opération. Le Royal Observer Corps a été doté de 1563 postes du Royal Observer Corps, qui étaient en fait des abris nucléaires souterrains, renforcés avec des détecteurs de radiation et d'explosion en surface. Les abris ont été construits avec un tunnel d'accès de 4,57 mètres de profondeur muni d'une échelle, menant à une pièce de 15 par 2,13 mètres. Chaque poste du Royal Observer Corps pouvait accueillir 3 personnes, avec 3 lits, un toilette, un stockage de nourriture pour au moins 2 semaines, des outils pour interagir avec les détecteurs au-dessus de l'abri, et des interfaces de communication avec le QG du Royal Observer Corps et d'autres institutions gouvernementales. En cas d'attaque nucléaire imminente, 3 personnes occuperaient le poste du Royal Observer Corps, l'une d'elles vérifiant l'équipement du détecteur en surface. La vérification doit avoir lieu après l'explosion initiale, mais avant le dépôt au sol des retombées. La personne vérifiant l'équipement de détection serait également formée pour effectuer tout cela, les yeux bandés, afin de réduire le risque d'exposition aux radiations. L'équipement de détection informerait le Royal Observer Corps de la direction de l'explosion, et s'il s'agissait d'une explosion au sol ou aérienne. En recueillant des informations de tous les postes Royal Observer Corps survivants, le Royal Observer Corps pourrait interpeller l'emplacement et la force de l'explosion. De plus, le personnel du Royal Observer Corps resterait sous terre, utilisant les outils de la salle pour enregistrer quotidiennement les niveaux de retombées et faire un rapport à son QG de groupe. Il y avait 31 tels quartiers généraux dispersés à travers le pays, chacun logé dans un abri nucléaire similaire. Le quartier général a ensuite rapporté les données liées à l'United Kingdom Warning and Monitoring Organization. Recoupé avec les données météorologiques, il aurait pu fournir assez d'informations pour prévoir les retombées et niveaux de radiation dans le pays. La prévision serait diffusée par toutes les fréquences radio disponibles aux survivants. Cela permettrait aux citoyens réfugiés sous terre ou loin des grands centres de population d'avoir une idée plus claire de ce qui les attendait à l'extérieur. En effet, le Royal Observer Corps et l'United Kingdom Warning and Monitoring Organization étaient responsables de la création d'une image en temps réel de ce qu'il restait du Royaume-Uni après une attaque nucléaire. En plus des réformes du Royal Observer Corps, le gouvernement britannique a aussi mis en place des mesures de protection contre les attaques nucléaires. Le plan visait à bâtir un plus grand bunker nucléaire souterrain capable d'abriter tout le gouvernement et le personnel de soutien en cas de guerre nucléaire ou de conflit avec l'Union soviétique, alors seule superpuissance nucléaire non alliée. Surnommé le quartier général central du gouvernement en temps de guerre, l'emplacement du bunker à Corsham, en Angleterre, est resté secret de sa mise en service en 1955 jusqu'au milieu des années 80. L'endroit a été choisi, car les grottes de calcaire existantes pouvaient être aisément excavées et transformées en bunkers souterrains. Le quartier général central du gouvernement en temps de guerre a été conçu pour survivre aux bombes créées pendant et juste après la Seconde Guerre mondiale. Il pouvait accueillir 4000 occupants pendant 3 mois, dont des politiciens, analystes, scientifiques, personnel de soutien vital et militaire, ainsi que le Premier ministre et probablement la famille royale. Le quartier général de guerre visait à soutenir les forces militaires restantes en surface, compiler des rapports pour l'Organisation météorologique mondiale du Royaume-Uni et guider et aider la population. Toutefois, l'efficacité et la survie même du quartier général de guerre du gouvernement central n'ont jamais été pleinement éprouvées. Le complexe qu'elle a commandé en 1955 pourrait être ciblé et endommagé par les missiles balistiques conçus au plus fort de la guerre froide. Sa date de commission est également autour du temps de la réorganisation du Royal Observer Corps, mais avant que l'United Kingdom Warning and Monitoring Organization ait été fondée et que le rapport Strat ait été fait.
Cela suggère que les plans originaux du bunker ont été conçus bien avant que le Royaume-Uni ne réalise l'ampleur des dégâts que pouvaient y causer les bombes atomiques et à hydrogène. De plus, l'accent mis par le bunker sur le logement des fonctionnaires, des chercheurs et des stratèges signifiait qu'il était principalement conçu comme le quartier général du pays en temps de guerre. Il devait diriger le pays dans l'effort de guerre contre celui qui lui avait largué des bombes atomiques. Ce plan reposait sur une grave erreur logique. Il supposait qu'une guerre atomique durerait peut-être aussi longtemps qu'une guerre traditionnelle, les bombes atomiques étant des précurseurs des formes traditionnelles de guerre comme lors des premières et secondes guerres mondiales, du moins pour Hiroshima et Nagasaki. Le gouvernement britannique pensait que le quartier général de guerre permettrait au Royaume-Uni de riposter et à son armée de rester efficace après une explosion initiale s'il y survivait. Le concept de la guerre à dos brisé a été introduit dans le livre blanc britannique de 1952. Il stipulait que les bombes atomiques, larguées des deux côtés, décimeraient le potentiel économique et militaire de toutes les nations ou coalitions participantes. La théorie de la guerre supposait que les pays s'empresseraient d'anéantir leurs opposants, en utilisant seulement le personnel militaire, les véhicules et l'équipement disponibles à l'époque. Les économies et industries des participants ne pourraient plus produire davantage d'armes et d'équipements. Le gagnant était le pays ou la coalition qui pouvait éliminer le reste des militaires opposants, et détruire les gouvernements restants en cachette. La théorie de la guerre avertissait que les bombes atomiques larguées sur les territoires du pays affecteraient tous les côtés de manière égale. Certains stratèges ont suggéré que cette notion était impraticable à prendre en compte et impossible à prévoir. Il était beaucoup plus probable qu'un côté conserve un avantage significatif et soit en mesure de pousser l'autre à se rendre ou à risquer une destruction totale. Le quartier général de la guerre n'était pas conçu pour restructurer le Royaume-Uni en cas d'annihilation nucléaire totale. Le scénario plus probable du rapport Strat, publié la même année que la mise en service du bunker, s'est malheureusement réalisé. Le rapport Strat a été réalisé suite aux premiers essais de la bombe H, culminant probablement avec l'essai Castle Bravo en 1954. L'essai de 15 mégatonnes était le plus grand test réalisé par les pays du premier monde. Cependant, les soviétiques ont facilement dépassé cela en 1961 avec la détonation de la Tsar Bomba, produisant 50 à 58 mégatonnes de trinitrotoluène. Cela signifiait que les soviétiques ont prouvé qu'avec suffisamment de temps pour produire plus d'armes comme la Tsar Bomba et les rendre opérationnelles, ils pouvaient dépasser même les hypothèses du rapport Strat. Le processus a stagné après l'interdiction partielle des essais nucléaires en 1963, mais les soviétiques avaient toujours accès à des armes à hydrogène de plusieurs mégatonnes. De nouvelles avancées de la Tsar Bomba ont proposé une bombe potentielle de 100 à 150 mégatonnes qui pourrait être utilisée dans l'espace. Le quartier général central du gouvernement en temps de guerre est donc devenu redondant avant même sa mise en service. Son objectif était de donner aux fonctionnaires britanniques un faux sentiment de sécurité, que le pays pourrait survivre à une guerre nucléaire. En réalité, le pays ne connaîtrait probablement jamais une longue guerre atomique. Des bombes à hydrogène avancées pourraient être larguées en quelques heures. Les survivants seraient en grande partie livrés à eux-mêmes. Dans le cas rare où le quartier général survivait à l'assaut initial, il était incertain que le gouvernement puisse se réaffirmer depuis une position centrale et récupérer tout le territoire britannique. La seconde moitié des années 50 a légèrement amélioré le plan, qui dépendait de la survie du quartier général de guerre. Il proposait de diviser la gouvernance du Royaume-Uni en centres régionaux. La première itération du plan impliquait 13 régions, avec des centres de gouvernement local généralement conçus autour de grands bunkers, ou d'infrastructures militaires, ou de défense nationale éloignés des centres de population. Le plan a été réorganisé dans les années 70 en augmentant le nombre de régions à 17, incluant maintenant de plus grandes prisons comme siège potentiel du gouvernement local. Les gouvernements régionaux seraient dirigés par une seule personne d'autorité qui exercerait un pouvoir absolu en temps de guerre. Le gouvernement régional devrait alors éliminer les retombées, gérer les ressources restantes pour aider le pays à se rétablir et maintenir l'ordre sans leadership national. Le scénario proposé par ce plan signifiait finalement que le Royaume-Uni serait fragmenté en régions survivantes. Chacune d'entre elles serait probablement forcée de se débrouiller seule ou de tenter de collaborer avec ses voisins. Les gouvernements seraient dirigés par un seigneur de guerre local chargé des quelques survivants de la région. Il contrôlerait totalement les autorités locales et l'approvisionnement alimentaire en place. Il pourrait instaurer le rationnement à leur guise ou obtenir la conformité via l'accès à ces ressources. La situation déstabilisante pourrait mener à de lourdes peines pour des délits mineurs, le gouvernement local peinant à établir un approvisionnement durable en nourriture et en eau potable, vu leur contamination généralisée.
La situation pourrait empirer, les gouvernements locaux essayant probablement de contrôler les terres agricoles disponibles. S'ils ne le faisaient pas, ils imploseraient, laissant la population à elle-même, créant un nouvel ordre ou une nouvelle structure gouvernementale pour tenter de s'auto-réguler. La pollution et les retombées rendraient l'agriculture de masse insoutenable, forçant la population à dépendre à nouveau de la chasse et de la cueillette. Le Royaume-Uni et de nombreux autres pays proches d'une explosion de bombes à hydrogène seraient bombardés jusqu'à l'âge de pierre. Heureusement, le gouvernement britannique a lui-même conçu un plan un peu plus réaliste. Plutôt que de supposer que le gouvernement survivrait d'une manière ou d'une autre et serait capable de guider la population générale vers le salut, une stratégie des années 70 a été définie. Protéger et survivre. Protéger et survivre était basé sur le principe que la population générale pouvait et devait être informée des menaces de la guerre nucléaire. L'initiative a lancé des campagnes d'information expliquant aux citoyens comment survivre à une guerre nucléaire sans aide gouvernementale. Elle a conçu des plans détaillés pour des abris anti-retombées et des pièces de survie à domicile, précisant l'équipement et les ressources nécessaires pour survivre longtemps sans sortir. Le contenu informatif comprenait également des descriptions détaillées des dangers des retombées et de la nécessité de maintenir des canaux de communication après l'attaque. L'initiative proposait que le United Kingdom Warning and Monitoring Organization, précédemment établi, serait capable de maintenir un système de tours de radio à travers le pays, toutes concentrées sur la distribution d'une seule fréquence radio, à travers le pays, le soi-disant service de diffusion en temps de guerre. Le service diffuserait chaque heure, avec des diffusions précoces selon le format de la brochure pour que les gens puissent les suivre. Si le Royal Observer Corps et l'United Kingdom Warning and Monitoring Organization pouvaient compiler une prévision significative de la distribution des retombées, le service diversifierait ses diffusions. On estimait que les gens pourraient net et quitter leur maison après au moins 2 semaines pour évaluer leur environnement et commencer à reconstruire. L'initiative Protéger et Survivre devait être distribuée en brochure ou diffusée en boucle sur les principales chaînes TV et radio lorsque la menace de guerre nucléaire serait imminente. Cependant, vu l'incertitude de son efficacité à court terme et l'intérêt massif du public, le gouvernement a publié le contenu en 1980. Cependant, il est peu probable que toute préparation puisse aider en cas de guerre annoncée par des bombes à hydrogène. Un exercice militaire de 1980 appelé Square Leg a estimé que le taux de mortalité de la population générale pourrait atteindre 65%, ce qui signifie que seulement 35% de la population survivrait à l'explosion initiale et aux graves blessures dues aux radiations. Malgré tout, on supposait que les survivants vivraient sur des terres contaminées par les retombées radioactives. Square Leg a estimé que le Royaume-Uni serait bombardé avec 130 et une ogives d'une puissance explosive cumulée d'environ 200 mégatonnes, mais a suggéré que le pays pourrait subir une attaque avec jusqu'à 1000 mégatonnes d'armes nucléaires. Le pire scénario décimerait probablement la population et compromettrait ses chances de rétablissement. Malgré le risque élevé pour le Royaume-Uni en cas de guerre nucléaire globale, un espoir subsiste. Tous les pays détenteurs d'armes nucléaires se situent dans l'hémisphère nord. En raison d'accords de défense, le lancement de missiles nucléaires par la Russie, la Chine ou l'organisation du traité de l'Atlantique Nord provoquerait probablement une série de contre-attaques. Ces attaques viseront surtout les territoires de l'hémisphère nord. En conséquence, plus un pays est situé au sud de l'équateur, plus il est probable qu'il n'expérimente pas les conséquences directes d'une explosion nucléaire. Parmi toutes les nations de l'hémisphère sud, les pays développés comme l'Australie et la Nouvelle-Zélande auraient probablement la meilleure chance de maintenir des systèmes gouvernementaux à l'échelle nationale. En raison de leurs liens historiques avec les Britanniques à travers l'Empire, ils seraient probablement tout ce qui reste du Royaume-Uni moderne. Gardant cela à l'esprit, revenons aux récentes menaces de Poutine concernant l'arsenal nucléaire russe. Depuis la chute de l'Union soviétique, le Royaume-Uni a largement démantelé tous les efforts pour garantir que le gouvernement survive à une guerre nucléaire. Les postes de le Royal Observer Corps ont été abandonnés, vendus en tant que musées privés ou délaissés dans les campagnes. Certains ont été vendus à des investisseurs privés et rééquipés en abris anti-bombes. Le bunker du quartier général de guerre du gouvernement central n'a jamais été réellement utilisé et a été partiellement vendu ou converti en musée ou en stockage. L'initiative Protéger et Survivre a sombré dans l'oubli après des années d'insignifiance. Certes, les menaces de guerre nucléaire de Poutine se sont révélées purement théoriques jusqu'ici. Le pays qui lance le premier missile nucléaire sera le premier à recevoir des missiles en retour. Les systèmes modernes de détection et de livraison à longue portée garantiront efficacement la destruction mutuelle assurée de toutes les parties impliquées.
Des études en 2022 suggèrent que les personnes qui ne meurent pas en tant que victimes immédiates des explosions seront laissées à elles-mêmes dans un hiver nucléaire. Avec une baisse des températures pouvant atteindre 40 degrés Fahrenheit, environ 5 milliards de personnes pourraient mourir de faim, réduisant la population mondiale de plus de moitié. Ce serait la fin de notre civilisation actuelle. La guerre en Ukraine est toujours en cours et présage un avenir incertain pour tous, y compris le Royaume-Uni. Il appartient aux superpuissances mondiales de réaliser qu'il n'y aura pas de gagnants dans une guerre nucléaire, seulement des perdants qui luttent pour la survie. Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires, et merci d'avoir regardé. Allez maintenant voir pourquoi le Royaume-Uni n'a pas d'autre choix que d'entrer en guerre avec la Russie, ou cliquez plutôt sur cette autre vidéo.